Question pays, la première au plus près des Calédoniens. Et bienvenue dans Question Pays, le magazine de la rédaction qui traite des problématiques de notre société. On vient de vous le lire, il est question aujourd'hui de la pénurie de la main-d'œuvre sur le territoire. Les offres d'emploi ne sont pas comblées, tous les secteurs d'activité sont concernés. Comment en est-on arrivé là ? Est-ce la conséquence directe de la crise sanitaire ou les causes sont-elles à chercher ailleurs ? Et comment en sortir ? Nous allons répondre à ces questions avec les invités aujourd'hui, ce midi. Daniel Braud-Delahaye, qui est chef d'entreprise, Séverine Zimmer, qui est la directrice du FIAF, le Fonds interprofessionnel d'assurance de formation, et Christophe Coulson, le président de l'UTCFE-CGC. Voilà les invités que nous aurons ce midi pour échanger sur cette problématique. La première. Alors, les raisons de cette pénurie, quelles sont-elles ? Elles sont diverses. Est-ce la conséquence directe de la crise sanitaire ou les causes sont-elles à rechercher ailleurs ? Nous ne disposons pas de données en la matière, mais le constat est là, fait par les employeurs du privé notamment. Tous les secteurs sont concernés. Alors, à votre niveau, Madame Braud-Delahaye, qu'en est-il ? Est-ce que vous avez un retour par rapport à cette pénurie où on est là qu'un sentiment, du ressenti qu'on a auprès des employeurs ? Alors, si je me réfère uniquement à l'activité, à notre propre activité, donc je m'occupe de la société Aboro et on est sur le marché de l'emploi. On intervient en tant qu'acteur de l'emploi, c'est-à-dire soit par du recrutement, soit des solutions RH ou alors également de l'intérim. Donc, si je me réfère uniquement à nos données par rapport à l'année dernière, je dirais qu'on a une augmentation de 28% de volume de dossiers qui sont confiés, c'est-à-dire qu'il y a 28% de plus que l'année dernière de sociétés qui vont nous confier des recrutements. Et paradoxalement, on a 20% de moins de dossiers qui aboutissent. Ce qui veut bien dire que on ne trouve pas les compétences ou on ne trouve pas les profils pour rendre, si vous voulez, pour effectuer notre prestation vis-à-vis des employeurs ou des sociétés qui nous sollicitent. Alors, je le disais, quels sont les secteurs qui sont concernés ? Est-ce que là, on a des précisions là-dessus ? Alors, il y a énormément de secteurs. Dès qu'on est sur des métiers qui sont qualifiés, alors c'est pas des secteurs plus particuliers que d'autres. Effectivement, on va dire qu'en ce moment, il y a un regain, si vous voulez, de demandes liées au projet Prony Resources, qui touche différents métiers et différents secteurs, que ce soit le secteur des travaux publics, que ce soit le secteur du bâtiment, que ce soit le secteur de l'industrie, que ce soit le secteur de la mine. Mais bon, moi, je parlerai plutôt en termes de métier et en termes de poste. Donc, c'est plutôt sur des activités telles que les activités de la finance, par exemple, où ça va être compliqué, les activités de la comptabilité, les activités liées à l'informatique. Donc, vous voyez, c'est quand même multisectoriel. Très bien, Madame Braud-Delahaye. Merci en tout cas à vous d'être là avec nous. Séverine Zimmer, vous êtes la directrice du FIAF, le Fonds interprofessionnel d'assurance de formation. C'est un organisme de financement de la formation professionnelle. Est-ce que vous avez ce retour-là également, puisque vous avez, vous, affaire directement aux employeurs ? Alors, effectivement, on a affaire aux employeurs qui financent la formation de leurs salariés. Donc, nous, on intervient au moment où on a les salariés qui sont en poste et sur leur formation. Donc, c'est vrai que sur la phase de recrutement, on n'a pas trop de visibilité. Donc, nous, ce qu'on a regardé, c'est quelles étaient éventuellement les actions des employeurs par rapport à la reconversion. Est-ce que c'était quelque chose qui finançait beaucoup ? Ou la carrière de leurs salariés. Après, nous, on n'observe pas tout ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. On peut observer que ce qu'on finance, qu'on nous demande de financer. Donc, en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'il y a très peu de reconversion interne dans l'entreprise, c'est-à-dire réutiliser des salariés qui ont un potentiel vers un métier sur lequel on a une carence, pour justement requalifier ces travailleurs. Et ça, je dois dire qu'on a peu de choses.
Là, moi, ce que j'observe depuis le FIAF, c'est que sur 5 ans et demi d'existence et sur près de 7500 demandes de financement, il y a 28 demandes qui concernent ou des bilans de compétences ou des reconversions. Et c'est la plupart du temps des reconversions parce que l'entreprise ferme et qu'elle utilise ses derniers mois ou ses derniers budgets formation pour pouvoir extraire le salarié de difficultés à l'issue de son licenciement. Ces 28 demandes, ça correspond à peu près 5 millions d'engagements sur les 5 dernières années, alors qu'on a engagé plus d'1 milliard pour les plans de formation. Donc on voit que c'est plus une préoccupation de l'entreprise une fois qu'elle va fermer. Tout à fait. Je vous voyais dubitative, Danielle Braud-Delahaye, concernant les chiffres donnés par Madame Zimmer. Alors, je suis juste un petit peu surprise, mais après, toutes les entreprises ne font pas non plus forcément appel au FIAF pour faire financer des bilans de reconversion ou des bilans professionnels, etc. Hein. C'est pas toujours non plus lorsque l'entreprise ferme, peut-être plus particulièrement l'appel au FIAF se fait dans ces conditions-là, mais un bilan de compétences, ça se fait tout au long de la carrière d'un salarié dans une entreprise et il peut effectivement arriver, et il arrive qu'on soit sollicité, et je le dis parce qu'on a une section avec des psychologues du travail qui effectuent des bilans professionnels et des bilans de compétences, mais essentiellement, si vous voulez, dans le cas où le salarié s'ennuie sur son poste ou n'a plus de vision de ce qu'il pourrait être amené à faire dans l'entreprise ou qu'il y a une problématique particulière par rapport à une entreprise X, c'est faire un point sur sa carrière et se dire quelles sont les compétences que je peux mettre en avant. Alors quand on parle de reconversion, oui, c'est compliqué dans une même entreprise, c'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, si on est dentiste, c'est compliqué du jour au lendemain de passer médecin, par exemple, avec une spécialisation particulière. Là, effectivement, il faut retourner faire des études. Mais ensuite, il y a quand même pas mal de formations et pas mal de montées en compétences qui se font dans l'entreprise elle-même, où on ajuste régulièrement les postes par rapport aux besoins de l'entreprise. Et on fait effectivement avec nos salariés, avec ou sans formation extérieure. Alors, Christophe Coulson, vous êtes président de l'UT-CFE-CGC, deuxième syndicat du territoire, avec premier syndicat du territoire, avec plus de 3000 adhérents aujourd'hui. Quelle est la cause, l'une des causes de ce manque de compétences aujourd'hui, de main-d'œuvre? Écoutez, vous avez fait référence tout à l'heure à la crise Covid que nous avons tous connue et qui est encore présente aujourd'hui. Je pense que cette crise, elle a laissé des traces, dans le sens où une partie des employés, des salariés, a dû être placée en chômage partiel durant ces temps difficiles où les entreprises ont dû soit ralentir leur activité ou soit se mettre en stand-by. Ces gens qui se sont retrouvés du jour au lendemain en chômage partiel ont retrouvé une vie à la maison, puisque une bonne partie de leur temps de travail, ils étaient à la maison. Ils ont pu redécouvrir ce que pouvait être la vie à la maison au travers d'activités, quelles qu'elles soient, sportives, etc., etc. Du secteur privé, là, on parle du privé, on parle bien du privé. Et nous sommes arrivés à un moment, il y a quelques mois là, où les activités ont repris pour partie. Il a fallu se remobiliser, revenir au travail. Et une des causes, je pense, qui explique qu'il a été difficile de retrouver des employés, des salariés, de quelque niveau que ce soit, c'est justement parce que les gens, ayant redécouvert cette vie, ils ont préféré. Il y en a qui sont même allés demander à leur employeur, mais moi je veux rester à temps partiel. Donc l'entreprise. L'augmentation du temps partiel, alors. Voilà, l'augmentation. Enfin, l'entreprise, elle s'est retrouvée face à cette difficulté-là,
C'est-à-dire que les gens, et ça va dans le sens des jeunes d'aujourd'hui aussi, hein, c'est à soulever, hein, c'est que les gens veulent bien travailler, mais ils veulent aussi une qualité de vie au travail ou à la maison qui soit intéressante. Donc effectivement, c'est probablement une des causes qui fait que dans certains secteurs, il est difficile de remobiliser les gens et de retrouver de la compétence pour venir occuper les postes aujourd'hui, un certain nombre de postes qui restent vacants malheureusement. Comme l'évoquait tout à l'heure Madame Braud de la Haye, est-ce qu'il n'y a pas une inadéquation entre les besoins du territoire et les formations qui sont mises en place, alors qu'on sait que les formations qui sont mises en place essayent de coller au plus près des besoins qui sont remontés auprès du gouvernement par exemple Si vous parlez si on parle des formations pour les salariés, comme l'a dit Madame Zimmer précédemment, elles sont identifiées, ces formations. Donc il n'y a pas de souci. C'est de la formation professionnelle continue. C'est pour améliorer ses compétences, c'est pour être plus performant, améliorer la compétitivité de l'entreprise, etc. Donc celles-là, elles sont connues. Celles qui sont un peu moins connues, et ça, je le regrette, hein, c'est parce que ça fait plusieurs fois, j'ai eu l'occasion de le dire, certaines formations ne sont plus mises en place aujourd'hui par la formation initiale, et là je parle de formation professionnelle initiale, parce qu'il y a un manque, il y a un lien qui manque entre les responsables de la formation et l'entreprise, et les entreprises. Et je le répète à chaque fois, il faut que nous arrivions à créer une commission dans laquelle on retrouverait les principaux intervenants, que sont la formation initiale, le gouvernement, les entreprises, les syndicats de salariés, etc., etc., de façon à ce qu'on puisse vraiment travailler sur une carte scolaire, une carte des formations, pardon, pas une carte scolaire, une carte des formations en adéquation avec les besoins des entreprises. Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Et c'est dommage. Justement, Madame Zimmer, est-ce que vous avez affaire à ces employeurs-là qui sont en demande de formation initiale, comme le disait à l'instant Monsieur Coulson? Alors, encore une fois, nous, on n'intervient qu'après. En revanche, là où moi, je partage à 100% ce que dit Monsieur Coulson, c'est qu'effectivement, on a un changement de paradigme, de contexte qui fait qu'on ne veut plus travailler comme avant. Là, il y a beaucoup de monde qui est en train de se réinventer et beaucoup de gens qui travaillent notamment sur la raison d'être de leur travail, l'impact qu'a leur travail véritablement sur la société et qui veulent retrouver une qualité de vie. C'est vrai qu'on change un peu quand même de vision du travail. La valeur travail, elle est en train de se transformer. Et ça, je crois que ça a vraiment un gros impact. Outre la démographie, hein, tout simplement, il y a beaucoup de départs. Il y a moins d'arrivées qu'il n'y a de départs. Donc on a un renouvellement qui est que partiel des compétences qui pourraient qui étaient à l'intérieur du pays et qui repartent, qui ne sont pas forcément des compétences d'ailleurs détenues par les métropolitains, hein, mais qui sont aussi des compétences détenues par des Calédoniens qui choisissent de partir. Tout à fait, parce que cette situation aussi, on la retrouve dans d'autres pays, notamment la France et chez nos voisins. Alors, autrement dit, la source de motivation n'est plus le salaire quand on recherche un travail, c'est plutôt le bien-être et la qualité de vie au travail. Alors, je dirais que c'est les deux. Parce que malgré tout, ça fait partie de ce que disait Christophe quand il disait qu'ils veulent aussi un niveau de vie qui soit correct. Donc, je pense qu'il y a quand même ces deux sujets. C'est-à-dire, on veut être rémunéré au juste niveau. Et comme il y a un manque de compétences, on peut aussi faire la course au mieux disant et se dire et passer d'une entreprise à l'autre et avoir des compétences qui sont qui sont fugitives à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils ne restent pas très longtemps. Et c'est aussi la nouvelle sociologie du travail. On ne reste plus dans un emploi pendant 10 ou 15 ans, on ne se reconvertit pas à l'intérieur de son entreprise. On va aller voir, on va devenir entrepreneur un moment, on va revenir au salariat, mais sur quelque chose qui nous intéresse particulièrement, on va repartir. C'est plus du tout la même manière d'appréhender le travail. Et donc, la formation. Et donc, les compétences. Parce que là, aujourd'hui, les compétences qui sont clés et les compétences qui vont faire que je vais réussir à me vendre sur le marché du travail, c'est les compétences transverses. Parce qu'on cherche, on est dans une société de service, hein, on cherche de plus en plus des gens agiles, capables d'apprendre rapidement des technicités, plutôt que des gens ultra spécialisés et ultra experts.
Donc un autre profil du travailleur, enfin une évolution du profil du travailleur. Daniel Brodelaye, vous vouliez compléter ? Moi, je voulais simplement intervenir sur l'écart qu'il y a effectivement entre la formation initiale et ensuite le besoin d'état entreprise. Comme le disait Christophe Coulson, j'ai fait quand même partie également de pas mal de commissions d'orientation, etc. Ce qu'on voit et ce qui nous paraît complètement surprenant, notamment c'est ce que j'avais entendu dire il y a environ 2 ans, par exemple pour les filières comptables. Aujourd'hui, le bac pro compta n'existe plus. Alors, quand on a posé la question de savoir comment se fait-il que via cette filière on fait plus rentrer de jeunes dont on a besoin de toute manière ensuite, on nous a simplement expliqué que les métiers de la comptabilité changeaient et que de ce fait le vice-rectorat, l'enseignement n'envisageait plus de former des gens dans cette spécialité, puisque les métiers changeraient et dans les années à venir on n'aurait plus besoin de ces métiers-là. Donc, quitte d'aujourd'hui où on en a encore besoin, où on n'a pas fait cette révolution. Et il y avait également un autre point qui m'a beaucoup surpris, et ce sont des enseignants qui me l'ont dit, c'est que finalement, en Nouvelle-Calédonie, on ne poussait pas non plus sur cette filière parce que il y avait pas d'appétence de la part des jeunes et de la population pour les chiffres. Là, ça m'a doublement surpris. Alors certes, les cursus reviennent ensuite, puisque il y a toujours des BTS compta, il y a des DUT GEA, etc., sur un niveau un petit peu supérieur, mais les passerelles qu'il y avait auparavant, si vous voulez, sur les métiers de la comptabilité, ces passerelles-là, elles n'existent plus. Ce qui fait que l'employeur va être obligé d'aller chercher du bac+2 pour notamment des métiers de la comptabilité, admettons, et on arrive à un goulot d'étranglement où finalement on ne forme pas assez de personnes dans ces métiers-là. Ou alors ces métiers-là n'attirent plus, c'est-à-dire que les personnes qui ont été formées en cours de route s'aperçoivent qu'elles préfèrent faire autre chose. Mais ça, de tout temps, on a eu ça, et sur un aussi petit territoire que la Nouvelle-Calédonie, c'est clairement difficile d'anticiper ces besoins-là. Parce que la formation se fait sur plusieurs années. Et je reprends l'idée qu'avait lancée M. Coulson, faire en sorte qu'au niveau du FIAF, il y ait cette commission-là pour pouvoir peut-être proposer ces formations-là initiales. Alors, c'est pas qu'aujourd'hui, elles ont disparu. C'est pas au niveau du FIAF. Peut-être. C'est plutôt au niveau Nouvelle-Calédonie, État. Donc de la Direction générale des enseignements. C'est une compétence qui appartient encore pour partie à l'État. Et moi, je dirais, même j'irais jusqu'à dire que aujourd'hui, ce qui est regrettable, et c'est le constat qu'on fait sur le terrain, c'est qu'on pousse la majorité des jeunes à se diriger vers de l'enseignement général, et on a tendance à fermer au fur et à mesure les dispositifs de formation professionnelle. La filière professionnelle. Alors, moi, je ne suis pas en adéquation du tout avec ceci, pour la simple et bonne raison que ici, en Nouvelle-Calédonie, les jeunes, ils ont un état d'esprit qui les emmène bien souvent vers justement trouver un travail au plus tôt dans la vie, et donc avoir une formation professionnelle qui se rapproche le plus de l'entreprise et qui leur permet de rentrer... Prendra moins de temps d'exercer une activité professionnelle. Alors, on a besoin de cadres supérieurs, mais je prends l'exemple de la formation par alternance. La formation par alternance, aujourd'hui, on forme des masters en alternance. On ne forme pas que des CAP ou que des BEP, comme ça a pu être le cas autrefois. Donc ce choix de formation professionnelle initiale, je pense qu'il faut le maintenir, le développer, parce que c'est ce qui va fixer nos jeunes ici. Les jeunes, aujourd'hui, pour une partie d'entre eux, n'ont pas envie de partir de la Nouvelle-Calédonie. Il y a de l'emploi ici, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'emploi. D'ailleurs, l'ISEE l'a relevé au cours du premier semestre 2022. L'ISEE a relevé une nette amélioration des offres d'emploi, en nous disant même que l'emploi redémarre. Mais si on se retrouve confronté à ce qu'on vit aujourd'hui, un manque de compétences, moi je pense qu'il faut que les intervenants de la formation réfléchissent à maintenir et voire à redévelopper ce système de formation professionnelle initiale, parce que ça peut concerner bon nombre de nos jeunes qui sont identifiés aujourd'hui. Pour une partie d'entre eux,
il y a même déjà 3-4 ans de ça, il y avait eu des recensements de réalisés dans les tribus, dans les communes, sur toute la Nouvelle-Calédonie, et qui mettaient en évidence un nombre de jeunes qui titulaires de BTS ou de bac de BTS, de licence, qui voulaient qui n'attendaient que ça de travailler, mais par contre qui voulaient travailler au plus près de leur lieu de résidence. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive à redévelopper ce système de la formation professionnelle. Alors, nous évoquions justement les causes de cette pénurie de main-d'œuvre. Nous avons parlé de la crise sanitaire liée au Covid-19. On a aussi, on l'évoquait à l'instant, la disparition de certaines spécialisations ou filières d'activité qui ne sont plus représentées au niveau de la formation initiale. Il y a d'autres raisons à cette pénurie ? Je vous pose à vous trois la question, à Madame Zimmer, Madame Brodelaer et à Monsieur Coulson. Ben, écoutez, il y a aussi, je pense, la qualité. Alors, on a parlé de la qualité de vie en général, mais il y a la qualité de vie au travail qui est importante. Aujourd'hui, dans ce monde de compétitivité dans lequel on est rentré, suite aux conséquences de la crise, il faut que les entreprises reprennent des parts de marché. Et par rapport à ça, il faut qu'elle soit productive. Donc ça se comprend. Je suis tout à fait en phase avec ça. Mais parfois, alors c'est pas systématique, mais parfois, la qualité de vie au travail, elle est touchée parce que faut être performant tout de suite et de 6 heures du matin à 16 heures ou 17 heures. Voilà. Donc là, ça peut venir poser un problème aux salariés qui ne retrouvent pas son compte dans cette qualité de vie au travail. Toute la difficulté, je me permets d'intervenir, toute la difficulté d'allier les deux, c'est-à-dire que c'est compliqué d'avoir de la performance dans l'entreprise ou en tout cas sur du moyen long terme et de continuer à se développer si on n'offre pas une qualité de vie minimum et un environnement qui soit positif, parce que c'est aussi l'envie de travailler qui donne de la performance derrière. Or aujourd'hui, les entreprises se sont retrouvées, si vous voulez, en défaut d'organisation parce que beaucoup de gens ont quitté le territoire ou ont quitté l'entreprise au moment où l'entreprise ne pouvait plus se permettre, donc avait été obligée de réduire ses effectifs. Et donc là, on se redéploie, mais l'entreprise elle-même a du mal à se réorganiser, aussi bien pour réembaucher et intégrer des nouvelles compétences avec une structure qui est limitée en nombre de personnes, en nombre d'encadrants, en nombre de personnes en capacité de former et également d'être le moteur de l'activité. Donc c'est pas si simple que ça. Et effectivement, comme disait Christophe, il y a aussi certaines entreprises qui veulent ou qui ont besoin de retrouver de la performance immédiate parce que elles n'ont plus les moyens financiers de fonctionner sans résultat. Donc il y a cette course à l'échalote aussi, et il y a cette pression. Et de l'autre côté, il y a la difficulté également de recréer une organisation qui puisse intégrer correctement et faire travailler correctement les personnes, tout en tenant compte également de la flexibilité dont ont besoin les salariés aujourd'hui. Mais quand on parlait, si vous voulez, de salaire, en disant que aujourd'hui c'est plus important d'avoir une qualité de travail ou un environnement positif qu'un salaire, moi je suis pas, c'est pas quelque chose de nouveau. Quand dans une entreprise vous avez quelqu'un qui demande une augmentation et qui pointe le salaire, ce n'est pas que du salaire. Quelquefois c'est autre chose, un manque de reconnaissance, un manque d'ouverture. C'est la rémunération, c'est simplement la partie cachée de l'iceberg. Ce n'est pas que ça. On voit beaucoup de gens qui sont bien payés ou en tout cas payés correctement par rapport au marché, qui sont aussi mécontents de leurs conditions et qui préfèrent aller travailler ailleurs. Christophe Coulson. Oui, mais quand même, je mettrai quand même à ce que vient de dire Daniel, parce que autant pour les salaires moyens et au-dessus, c'est un peu moins compliqué, mais par contre pour les petits salaires, c'est devenu très très compliqué aujourd'hui parce que la cherté de la vie, tout le monde l'a noté. Et puis ces dernières années, là, ces 3 dernières années,
En fait, lorsqu'on va nous négocier dans les branches des augmentations de salaire, notamment, on est depuis 3 ans à zéro, quoi. On n'obtient rien du tout. Donc c'est compliqué pour les gens de venir travailler. Et un exemple simple, c'est qu'aujourd'hui, on est en train d'essayer d'aligner le salaire minimum garanti de l'agriculture, des salariés de l'agriculture, sur le salaire minimum garanti des autres salariés. Ben on n'y arrive pas. Et pourtant, ces salariés du monde agricole, ils travaillent 39 heures par semaine comme les autres. Et le travail est très difficile, très dur. Donc aujourd'hui, on assiste dans cette branche à en fait un manque d'emploi. Mais ça, c'est dû uniquement, je pense, au salaire. C'est qu'aujourd'hui, un SMAG, il est à 135 000 francs, 136 000 francs. Ça lui coûte plus cher d'aller au travail ça lui coûte plus cher exactement d'aller au travail que de travailler chez lui. Parce que bien souvent, ces gens-là, ce sont des gens qui sont sans diplôme, ce sont des gens de proximité, qui travaillent à proximité, qui vivent à proximité de leur emploi. Et donc, ça devient très, très compliqué aujourd'hui. Alors, et paradoxalement, par rapport à cette pénurie de main-d'œuvre, en 2020, le taux de chômage a augmenté de 2,6 sur un an. On compte plus de 16 000 chômeurs, soit 3 100 de plus qu'en 2019. 8 sur 10 sont des hommes et les 3/4 sont âgés de 15 à 24 ans. Oui, mais là, il y a la crise qui est pour quelque chose quand même. On peut pas mettre cette augmentation sur le compte d'un défaut de l'économie calédonienne. C'est la crise Covid, je pense qu'elle y est pour beaucoup. Au départ, il y a eu des gens qui se sont retrouvés au chômage partiel parce que les entreprises, elles ont pu bénéficier des dispositifs de prise en charge du chômage partiel, mais il y a des gens qui sont passés à la trappe, qui ont été licenciés. Ça, faut pas se leurrer. Et malheureusement, les premiers impactés ont été, aussi bien d'ailleurs dans l'administration que dans les entreprises privées, les premiers impactés ont été tous les CDD. Les contractuels à durée déterminée, ils sont allés au bout de leur contrat et puis ils n'ont pas renouvelé le contrat. Il y en a eu quand même un certain nombre. Donc oui, il y a eu forcément cette augmentation et elle est en train de diminuer. Je pense qu'elle est en train de se résorber. Mais nous ne sommes pas encore revenus à une situation économique stable en Nouvelle-Calédonie qui permette de faire diminuer rapidement ce taux de chômage. Je crois qu'on ne recrée pas actuellement, si vous voulez, d'emploi. On revient à un niveau, si vous voulez, d'un petit peu d'avant-crise, mais on ne recrée pas d'emploi aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est les premiers niveaux, les jeunes en général, et puis les personnes qui n'ont pas de niveau de formation important, qui se retrouvent les premiers en ligne de mire. Alors j'ajouterais que le taux d'emploi qui mesure la part de personnes en emploi dans la population totale s'établit à 56%, c'est-à-dire 105 300 personnes de 15 ans et plus qui occupent un emploi en Nouvelle-Calédonie. Avant d'aborder la deuxième partie de cette émission, une dernière question à vous, Séverine Zimmer. Lorsque les employeurs font appel à vos services, qu'est-ce qu'ils recherchent exactement ? Une montée en compétences de leurs salariés uniquement ? Alors, on a de tout, mais en tout cas, nous, on les invite vraiment à travailler, effectivement, à capitaliser sur leurs ressources humaines, à pouvoir faire monter les personnes qui sont en poste, pour pouvoir après embaucher sur des niveaux moins qualifiés, sur les postes qui se libèrent, on va dire, en bas de la pyramide. J'aime pas trop cette image. Mais en tout cas, là, nous, on a tout un service d'accompagnement. Effectivement, on les aide à financer leur plan de formation. Et on les aide aussi à construire leur plan de formation, c'est-à-dire véritablement à réfléchir à leur stratégie d'entreprise et de développement et de pouvoir mettre la formation derrière adéquate. C'est-à-dire que nous, notre vocation, c'est pas juste de financer de la formation santé-sécurité ou des formations qui sont dites obligatoires, on va dire, c'est vraiment la montée en compétences, c'est de pouvoir accompagner pour que les salariés à l'intérieur de l'entreprise puissent monter, puissent être plus polyvalents, être plus performants pour l'entreprise. Et c'est aussi un axe de bien-être au travail, c'est un axe de sédentarisation du travailleur. Enfin, voilà, donc on invite vraiment nos entreprises à travailler là-dessus.
Nous allons aborder donc la deuxième partie d'émission. Je l'ai annoncé au tout début. Comment contrer cette pénurie de main-d'œuvre? Nous allons échanger sur les actions et mesures à prendre pour la contrer, justement. Alors, pour prendre comme exemple concret, on peut voir un peu ce qui se passe en Australie, où plus de 80 000 postes de travail sont vacants à travers le pays. Alors, pour contrer cette pénurie, l'Australie rouvre ses portes à l'immigration, c'est-à-dire assouplir les conditions d'entrée des immigrés qualifiés. Et c'est notamment le secteur de l'hôtellerie et restauration qui est affecté. Les hausses de salaire n'y changent rien et les employeurs sont en concurrence pour attirer les candidats à l'emploi et les fidéliser. Et puis la chaîne de restaurants, le Sydney Restaurant Group, qui propose une prime à l'embauche qui est l'équivalent de 5 000 $ australiens. C'est à peu près plus de 400 000 francs CFP. On pourrait faire cela en Calédonie? Faire attention à l'effet d'annonce. C'est pas parce qu'il y a une entreprise qui se fait de la pub en disant c'est une chaîne je de donne restaurants tant que ça peut se décliner à l'infini. Je suppose qu'il y a derrière également des réels calculs pour vérifier si c'est faisable ou ça ne l'est pas. Je pense pas que ça puisse se démultiplier. Ce qu'on fait nous, par exemple, effectivement, on va initier ou on va favoriser la cooptation. C'est-à-dire pour nos salariés, est-ce que vous connaissez autour de vous des personnes qui... Donc on en revient un petit peu au système D qu'on avait en Nouvelle-Calédonie il y a des années quand les sociétés ou les agences d'emploi n'existaient pas. Le bouche à oreille. Le bouche à oreille d'une manière ou d'une autre. Donc il y a des incitations. Mais de là à dire que bon, on peut le faire sur toutes les activités pour tout le monde, ça me paraît quand même un petit peu compliqué. Et on va revenir à l'échelle de la Calédonie, Christophe Coulson. Oui, non, mais effectivement, je crois qu'il est important aujourd'hui, comme le monde du travail évolue, il faut qu'on trouve des évolutions qui apportent une amélioration de la qualité de vie au travail, comme on le disait tout à l'heure. On a essayé, par exemple, pour faire face, enfin on est en train d'essayer, d'ailleurs j'espère que ça aboutira, pour faire face à l'augmentation du transport, qu'il soit privé ou qu'il soit public. On est en train d'essayer de mettre en place avec les entreprises, les employeurs et le gouvernement une aide au transport pour les gens qui se situent en dessous d'un certain revenu qui reste encore à fixer. Hein. Il y a eu des discussions sur le sujet, mais pas de position arrêtée. Mais que pour ces gens-là qui ne peuvent pas qui n'ont pas de transport privé, qui sont obligés de prendre le bus, qui sont obligés de faire des kilomètres et des kilomètres, je pense qu'il est important de venir, et ça s'est fait en métropole, hein, il est important de venir aider ces gens-là. C'est un budget conséquent. Voilà, c'est pour atténuer le budget transport. On peut également trouver d'autres pistes, hein, atténuer le budget des coûts incompressible pour un ménage dont les revenus sont assez bas. Il faut qu'on trouve des choses, effectivement. Il faut remobiliser les gens, il faut redonner de la confiance aux salariés. Et puis que les entreprises, alors attention, je veux pas pointer du doigt les entreprises plus que ça, mais que les entreprises aussi comprennent que aujourd'hui un salarié, c'est une personne, c'est un humain, et qu'il a besoin de se sentir pris en considération. Alors, Voilà. on en revient à cette qualité de vie au travail, et ce bien-être au travail. Alors, c'est pas que le salaire, hein. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Et puis, la crise Covid a donné lieu à cette introspection de la part des salariés qui se disent qu'ils veulent faire autre chose, qui ne veulent plus être salariés, mais peut-être, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, se mettre à son propre compte. Daniel. Il y a des pistes intéressantes. Si je rebondis sur ce que disait M. Coulson. Par exemple, en Espagne, les transports en commun, désormais, sont gratuits pour les travailleurs. Je veux dire, le gouvernement espagnol, dans une des provinces, a fait en sorte de rendre le travail accessible et de diminuer les coûts du transport. Bon,
là, c'est pas les employeurs, c'est peut-être tout le monde qui s'est mis aussi ensemble à un moment donné et qui a essayé de réfléchir à quelque chose qui soit plus performant. Donc, est-ce qu'il faut avancer ou est-ce qu'il faut favoriser le covoiturage? Est-ce qu'il faut donner des primes, aller vérifier ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, sans dégréver la performance de l'entreprise? Et puis après, il y a des tas de choses à imaginer quand on parle du bien-être au travail. Il y a la flexibilité. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans la flexibilité. Les personnes veulent bien travailler, mais elles veulent également avoir du temps pour elles. Donc, est-ce que ça veut dire travailler 3 jours ou travailler qu'à mi-temps ou à travailler qu'à 3/4 temps? C'est toute une organisation qu'il faut à nouveau réfléchir. On a aussi possibilité de travailler à distance, en partie, peut-être pas tout le monde, et sur tous les postes, mais il y a des ajustements à trouver. Il faut réinventer les choses. Séverine Zimmer, vous êtes toujours avec nous? Absolument. Directrice du FIAF, alors quelle pourrait être l'une des solutions pour contrer cette pénurie et comme l'a dit Christophe Coulson, redonner confiance aux travailleurs du pays? Oui, parce que la Calédonie, c'est une terre d'entrepreneurs. Si on ne trouve pas notre compte dans une activité salariée, on a vite fait de monter sa propre activité. Donc, il faut recréer une attractivité pour les entreprises. En donnant effectivement de la flexibilité, en donnant d'autres perspectives, en travaillant aussi sur ça j'en suis persuadée, sur la raison d'être et sur l'impact, c'est-à-dire à savoir quand je travaille, comment j'impacte la société, parce que ça aussi c'est un vrai sujet que la crise sanitaire a créé, c'est-à-dire que il y a un vrai questionnement de l'individu sur sa place dans la société et sur ce qu'il produit, la qualité de ce qu'il produit et de comment il change le monde. Donc c'est vrai que ça, c'est des re-questionnements sur les valeurs qu'il faut peut-être faire à l'intérieur des entreprises et se demander comment on est le plus heureux et surtout recréer les conditions de l'attractivité du salariat. Un dernier tour de table avec vous qui êtes en studio. Monsieur Coulson, Madame Braud de la Haye, comment sortir de cette pénurie quelle serait l'action prioritaire à mettre en place? Moi, j'aimerais bien. Christophe Coulson. J'aimerais bien que ce que je disais tout à l'heure, que la formation initiale, professionnelle ou générale, puisse se rapprocher au plus près du monde de l'entreprise. Et que dans les programmes scolaires, il puisse y avoir un peu plus d'imprégnation des jeunes vers l'entreprise pour qu'ils aient une connaissance un peu plus approfondie de leur vie future, du monde de l'entreprise et du travail en fait. Qu'est-ce que ça signifie et quelles sont les conséquences du travail sur la vie quotidienne. Il y a un dispositif qui est déjà en place pour les élèves de 3e qui peuvent faire c'est pas suffisant des stages à mon en sens. entreprise. Oui, mais un stage de 3 jours, vous savez, c'est pas suffisant à mon sens. Il faudrait que ce soit un programme dans le programme annuel en fait. Il faut 3 heures, c'est rien du tout en fait. Daniel Braud de la Haye. Écoutez, moi je pense pas qu'il y ait une chose à faire en particulier ou en tout cas un élément phare. Je pense que c'est multifactoriel. Déjà, il faut pas diaboliser le recours, si vous voulez, à de la main-d'œuvre externe lorsque on est sur de la valeur ajoutée qui même sur un temps déterminé, quitte à bloquer, si vous voulez, ce temps déterminé, parce que les personnes qui viennent aussi de l'extérieur avec une certaine expertise peuvent insuffler dans l'entreprise la montée en compétences, mais il faut que ce soit limité, cadré et pas fait n'importe comment. Il faut également qu'on incite tous les jeunes Calédoniens qui sont partis à revenir et qu'on soit en capacité, que la Calédonie soit en capacité de leur offrir un avenir. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous demanderez à Monsieur Coulson, vous me demandez à moi. Nous avons des enfants qui ont fait des études ailleurs, qui sont revenus et qui n'ont pas trouvé leur place et qui sont repartis pour pouvoir faire une carrière ailleurs. Donc il faut pouvoir inciter tous ces jeunes-là qui sont calédoniens à revenir apporter quelque chose au pays. Mais pour ça, il faut leur offrir une mariée un petit peu plus belle, peut-être. Madame Zimmer, dernier mot de cette émission. Le dernier mot pour moi, c'est redonner du sens. Redonner du sens. Oui, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est le principe de la raison d'être, de savoir pourquoi je vais au travail. Et peut-être que j'aurais plus envie de travailler en entreprise en tant que salarié.
Voilà, mesdames, messieurs, merci de votre participation. On retiendra que nous ne disposons pas de chiffres pour le moment concernant cette pénurie de main-d'œuvre, mais nous avons eu durant cette émission quelques suggestions justement pour contrer ce manque de main-d'œuvre, peut-être dès le niveau de 3e, même des collégiens, qu'ils soient confrontés aux entreprises, qu'ils puissent davantage se rendre compte de la réalité du fonctionnement des entreprises, et puis aussi que le territoire puisse offrir à ces jeunes qui partent en formation à l'extérieur du pays, de leur offrir de pouvoir des débouchés, oui, tout à fait, sur les territoires, et qui reviennent et qui exercent et qui travaillent pour leur pays. Voilà, c'est la fin de ce Question Pays de ce lundi. Merci à vous de votre attention, et je vous retrouve lundi prochain.